Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on s'est délocalisé à la Bourse du Travail pour accueillir Jean-Claude Trichet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été président de la Banque Centrale Européenne pendant 8 ans, vous êtes aujourd'hui à Lyon pour parler d'économie dans le cadre des Journées de l'économie, les GECO. Moi je voulais vous parler de l'économie européenne et aussi de l'économie française. Eurostat, l'agence de statistiques de l'Union européenne, a livré les chiffres de la croissance pour le troisième trimestre, plus 0,2 pour la zone euro, 0,3 plus 0,2 pour la France. C'est quand même des chiffres qui ne sont pas bons. Tous les gouvernements essayent pourtant de finalement gagner cette bataille de la croissance qui est devenue le Graal des politiques économiques. Comment vous expliquez qu'on n'y arrive pas trimestre après trimestre ? D'abord, je crois que, heureusement, on est quand même en chiffres positifs. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes passés dans une situation différente de celle que nous avons connue au moment de la crise et surtout de l'intensification de la crise dans la zone euro parce qu'il y a eu la crise des risques souverains dans la zone. Ceci dit, ce qui pèse beaucoup sur la croissance, c'est qu'un certain nombre de pays qui ont été sous stress dans la crise sont maintenant en croissance, mais en croissance qui reste modeste, parce qu'il y a l'héritage en quelque sorte de cette crise extrêmement grave. Et puis, ceux qui ont des marges de manœuvre, ont des excédents importants de la balance des paiements courants, n'ont pas été en crise, connaissent en ce moment une croissance nettement insuffisante. C'est le cas de l'Allemagne en particulier, mais pas simplement de l'Allemagne qui a plus 0,1, la France plus 0,2. D'autres pays. Donc on est en présence d'une situation qui, de ce point de vue-là, si vous voulez, je l'espère ardemment, est transitoire, parce que les pays qui ont eu des problèmes ont maintenant pratiquement achevé leur ajustement, qui était nécessaire, mais qui est en voie d'achèvement. Ils sont maintenant pratiquement tous en excédent de la balance des paiements courants. Je parle de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal. Et puis, la Grèce, plus 1,7 de croissance. Oui. Donc ces pays sont en train, si vous voulez, de repartir. C'est décalé, c'est laborieux, c'est lent, mais enfin, on a le sentiment qu'effectivement, c'est ce qui attend ces pays qui ont achevé, encore une fois, leur quid de nous, Français ? Nous, Français, nous n'avons pas été sous stress. Nous n'avons pas connu les difficultés tragiques qu'ont connu d'autres pays, comme l'Italie et comme l'Espagne. Mais nous avons nos propres handicaps structurels, et on peut revenir naturellement sur le problème français. Mais au niveau de la zone euro dans son ensemble, les principales composantes, si vous voulez, de cette croissance insuffisante et de cette création d'emplois insuffisante, parce que n'oublions pas, on parle beaucoup de croissance, ce qui compte c'est la création d'emplois, c'est la réduction du chômage de masse, la réduction de... Oui, mais on voit les pays, par exemple, type l'Allemagne, où il y a assez peu de chômeurs, qui n'ont pas non plus une croissance supérieure à celle de la croissance française. Oui, eux-mêmes, si vous voulez, ont réduit leur chômage de manière tout à fait considérable, déjà, si je puis dire, et se trouvent dans une situation quand même qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous avons un chômage de masse considérable et un besoin urgent de création d'emplois positive, alors que l'Allemagne a pratiquement réduit à zéro son chômage de masse, se trouve donc dans une situation un peu différente de ce point de vue. Mais encore une fois, si l'on prend la zone euro dans son ensemble, c'est-à-dire un ensemble qui est de la taille des États-Unis d'Amérique, l'héritage des difficultés d'un côté et la croissance insuffisante des pays qui ont vraiment des marges de manœuvre sont les deux handicaps principaux sur le plan de la lecture, disons, de la création d'emplois et de la croissance. La France, elle, comme on le disait, a ses problèmes spécifiques sur lesquels on peut revenir, naturellement. La France, c'est quoi le problème spécifique ? La dette ? Dette ou la compétitivité ? À mon avis, elle a trois problèmes principaux qui se conjuguent tous les trois pour rendre notre situation insatisfaisante. Premièrement, insatisfaisante, pas inextricable. Insatisfaisante. Premièrement, nous avons un niveau de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut qui est très supérieur à la moyenne européenne, très supérieur à ce que connaissent des pays comparables, et en particulier à 57% à peu près du produit intérieur brut, un considérable handicap, parce que les frais généraux du pays, de ce point de vue-là, sont beaucoup trop lourds et pèsent, disons, sur la compétitivité d'ensemble. Deuxièmement, et ça c'est maintenant reconnu unanimement, je dois dire, par les partis de gouvernement, quelle que soit leur sensibilité, nous avons aussi un problème considérable d'inflexibilité, de rigidité excessive dans beaucoup de marchés, pas simplement le marché du travail, mais y compris le marché du travail.
qu'il faut corriger. Parce que dans un pays dans lequel les gens demeurent dynamiques, ont dans l'ensemble de l'esprit d'entreprise, on le voit d'ailleurs avec la création d'un très grand nombre d'entreprises en France, ils sont quand même terriblement gênés par la lenteur des processus, la rigidité du marché du travail en particulier, mais aussi la rigidité d'autres marchés. Donc ça, c'est un second handicap qui explique que notre potentiel de croissance soit insuffisant. Et puis il y en a un troisième sur lequel, à mon avis, on n'insiste pas assez, c'est qu'on a perdu beaucoup de compétitivité. Un certain nombre de décisions ont été prises pour redonner de la compétitivité coût, c'est-à-dire diminuer au total l'allègement les coûts unitaires de production. Mais ceci est un effort qui doit être continu. Ça ne peut pas être simplement un choc, comme on dit, un choc de compétitivité. En réalité, on a besoin d'une période assez longue, à mon avis, dans laquelle, année après année, on regagnera de la compétitivité. Comment vous jugez l'action du gouvernement ? Comme on l'avait fait dans les années 80 et 90, quand on appliquait la stratégie dite de désinflation compétitive, et comme les Allemands viennent de le faire pendant 15 ans d'affilée, en regagnant à peu près un point de compétitivité sur nous chaque année successive pendant une quinzaine d'années. Et nous avons besoin, si nous voulons vraiment réduire le chômage de masse, le supprimer, ce qui est quand même l'objectif essentiel que nous pouvons avoir, il faut savoir qu'il faudra que nous pratiquions aussi une stratégie, disons, de modération des coûts de production, des coûts unitaires de production les Allemands là-dessus, sur longue période. Les Allemands là-dessus ont un salaire, souvent le chômage est plus bas, mais les salaires finalement ne sont pas toujours plus hauts qu'en France, voire beaucoup plus bas. Il y a pas mal de salariés qui sont sortis du chômage avec des contrats à 400, 500 euros. C'est à peu près pareil aux États-Unis, où le chômage a baissé avec plutôt des petits boulots. Est-ce que c'est ça finalement l'avenir ? En plus, je vois le thème des GECO, c'est le progrès social a-t-il un avenir ? Est-ce que c'est ça Le progrès social, c'est avant tout, dans les pays qui ont un chômage de masse, la diminution et la réduction et l'annulation du chômage de masse. C'est ça le progrès social essentiel. Quitte à ce que essentiel dans les pays à avoir qui, des malheureusement, petits boulots. Il faut voir ce qu'il faut dans une économie de marché pour arriver à diminuer, à réduire et à annuler le chômage de masse. Il est clair que l'Allemagne l'a fait par deux moyens. Elle a renforcé la compétitivité de l'ensemble de ses entreprises, pas simplement les travailleurs non qualifiés qui correspondent aux petits boulots dont vous parlez, parce que les petits boulots, c'est quand même essentiellement le travail très très non qualifié. Et ils ont en effet fait ça aussi, mais la modération des coûts dans l'ensemble de l'économie a été, je vous le disais, année après année, sur une durée de 15 ans, assez remarquable de continuité. On a fait ça nous-mêmes. On a fait ça dans les années 80 et 90. C'est pas du tout impossible. Alors, il faut en plus, en effet, attaquer le problème particulier du chômage, et notamment du chômage des jeunes sans qualification. Et là, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que les Allemands, mais pas simplement les Allemands... Sur le travail sans qualification, on n'est pas du tout compétitif. Beaucoup d'autres pays ont réussi à créer des emplois, de vrais emplois, pas de faux emplois, pas des emplois aidés de manière artificielle, qui forcément sont limités dans leur durée, mais de vrais emplois en ayant, alors on parlait de rigidité, en dérigidifiant le marché du travail pour ce segment très particulier de travailleurs. Et je dois dire qu'en France, le problème principal que je vois est celui, évidemment, du chômage massif des jeunes non qualifiés, très non qualifiés, si je puis dire. Donc c'est un problème absolument essentiel. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement va sur la bonne voie ? On a un troisième problème, qui est celui, en effet, des réformes structurelles à faire. Donc, coût du travail, dépenses publiques en proportion du PIB et réformes structurelles pour rendre l'économie beaucoup plus active. Est-ce que le gouvernement de François Hollande, et beaucoup moins rigide, dans votre sens, dans votre esprit, va vers si vous voulez, en ce que vous montrez ? En gros, pour simplifier, il y a maintenant un consensus large, me semble-t-il, sur la réduction de la dépense publique, droite-gauche, en tout cas parti de gouvernement. Il y a un consensus large sur la flexibilisation de l'économie, là aussi, parti de gouvernement, droite-gauche. Il y a eu un consensus large, me semble-t-il, sur le choc de compétitivité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une pleine compréhension du fait que dans l'arbitrage entre ceux qui n'ont pas de boulot et ceux qui ont un boulot, il faut être capable de pratiquer la modération des coûts sur longue période.
Là, nous avons encore besoin d'expliquer cela. Qu'on comprenne bien concrètement ce qu'ont fait les Allemands. Ben, ça consiste tout simplement, comme on l'a fait pendant 17 ans d'affilée, avec un consensus droite-gauche en France, dans les années 80 et 90, à faire très attention à ces coûts de production, c'est-à-dire au mélange d'augmentation de traitement et salaire et de progrès de productivité, de manière à regagner, année après année, je dirais pour simplifier si vous voulez, entre 0,5 et 1 point sur la moyenne de la zone euro, parce que nous avons perdu beaucoup de compétitivité, et par rapport à l'Allemagne, probablement 1 point par an, exactement comme elle l'a fait. Elle a regagné sur nous à peu près 1 point par an pendant 15 ans. Ben, il faut qu'on fasse l'inverse. On l'avait fait dans les années 80 et 90, on a oublié ça dans les années 2000, il faut recommencer. Il y a une question qui me tient à cœur et à laquelle vous avez un peu essayé de louvoyer. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, dans son action, répond à tous ces défis ? Je ne suis pas un homme politique, comme vous le savez, et étant banquier central, ou ayant été banquier central pendant 18 ans d'affilée, j'ai toujours considéré que l'émission de la monnaie et la politique monétaire étaient faites pour toutes les sensibilités politiques, sans aucune exception, droite et gauche. Et d'ailleurs, c'était lorsque je faisais des enquêtes d'opinion, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est que la politique monétaire que nous menions, qui était assez critiquée dans le débat public, était en réalité approuvée par 70% de nos concitoyens, sensibilité de gauche comme sensibilité de droite. Donc je dis cela parce que c'est très important pour comprendre d'où je parle moi-même. Ceci étant dit, il est clair que si le consensus a fait de très grands progrès, les mesures elles-mêmes sont dans une mesure très très large, encore modeste. Et donc si j'ai un message, c'est il est beaucoup plus tard que nous ne croyons, et il faut se lancer très résolument dans l'application de ce qui fait maintenant l'objet d'un consensus assez large. Réduction de la dépense, je répète, flexibilisation de l'économie et coût de production. Il y a un point que je voulais aussi aborder avec vous, peut-être du réalisme, peut-être du fatalisme, mais chez certains économistes, il y a un mouvement qui est en train de prendre un peu d'ampleur, qui est de dire finalement, oublions la croissance. Ça appartenait à un monde du passé. Aujourd'hui, on entre dans une ère où la croissance va stagner, va rester à ces niveaux-là, et finalement, il va falloir vivre avec. Est-ce que vous partagez leur avis ? Alors, je vois en effet un courant important au sein du monde avancé d'économistes qui, aux États-Unis, au Japon et en Europe, disent la croissance potentielle dans les pays avancés a beaucoup diminué, où on se rend compte que la croissance que nous avions avant la crise était probablement artificielle, dans une assez large mesure, parce que fondée sur un endettement qui augmentait de manière considérable année après année. Et donc ces économistes parlent de stagnation séculaire, ils parlent de décennies perdues, et ils raisonnent, si vous voulez, non pas sur croissance zéro, mais sur croissance beaucoup plus faible qu'auparavant. Disons, croissance potentielle auparavant était estimée selon les uns ou selon les autres à 2, 2,5%, 3, 2, États-Unis, Europe. N'oubliez pas que la démographie joue un très grand rôle et qu'il y a à peu près un point de différence, un peu moins d'un point de différence de croissance démographique entre les États-Unis et l'Europe, et à nouveau 0,7 peut-être de différentiel de croissance démographique entre le Japon et l'Europe. Donc il faut toujours tenir compte, si vous voulez, de la croissance démographique lorsque l'on mesure les différences de croissance et de croissance potentielle. Moi, si vous voulez, d'abord, je n'aime pas trop que l'on se concentre sur la croissance. Ce qui compte, c'est la création d'emplois. Et la création d'emplois durables. L'une résulte de l'autre ou vice-versa. Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a un grand nombre de réformes structurelles qui peuvent vous permettre de faire des bons considérables en matière de création d'emplois, et notamment d'emplois de jeunes non qualifiés, et de création d'emplois réels et pas artificiels chez les jeunes non qualifiés, qui en réalité ne correspondent pas à une augmentation considérable de la croissance elle-même. Donc il faut se méfier, si vous voulez, des concepts que l'on considère comme étant centraux. Le concept central, c'est arriver à ce que le chômage de masse n'existe plus. Alors, ceci étant dit, je crois personnellement que l'on a probablement tendance à sous-estimer la croissance potentielle, c'est ma conviction, notamment quand je regarde les progrès incroyables de la science et de la technologie en ce moment.
les progrès de productivité potentiels qui sont gigantesques et qui sont donnés en particulier par les technologies de l'information et de la communication. Et donc même s'il y a un coût de la transition, même si on peut se dire, oh là là, l'économie et la création d'emplois vont être assez perturbées par ces progrès de productivité, néanmoins, au total, la croissance, c'est essentiellement la productivité totale des facteurs qui augmente et qui nous permet de produire encore plus de biens et de services avec le même nombre de gens ou le même volume de biens et de services avec moins de gens. Et ça, c'est la croissance. N'oubliez jamais que si nous avions encore aujourd'hui la même technologie que celle des demoiselles de téléphone du début du 19e siècle, les seules voix pour être transmises en France demanderaient que la totalité de la population soit demoiselles des téléphones. Les seules voix. Je ne parle bon, pas, là, on sera en plein emploi. Hein. Je ne parle on pas des réduit données, le chômage de masse. et je ne parle pas de votre vidéo, seulement les voix. Non, c'est simplement pour montrer la croissance, la croissance extraordinaire, disons, des services et des biens que nous avons, elle vient des progrès de productivité. Donc ça ne peut pas être mauvais, les progrès de productivité. Mais ça peut être perturbant, ça peut avoir un coût de transition important, et c'est la raison pour laquelle il faut être très attentif à la manière dont ça se passe. Dernière question, et ce sera après la fin de cet entretien. Je voulais évoquer avec vous qui avez été président de la Banque Centrale Européenne, l'affaire LuxLeaks. Finalement, quand on s'est rendu compte que de nombreuses entreprises, et notamment des banques, transféraient leurs profits au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts dans d'autres États membres de l'Union européenne, est-ce qu'on peut construire une Union européenne avec encore des paradis fiscaux en son sein? Je crois qu'on vient de connaître, dans la période la plus récente, et parce qu'il y a eu un changement heureux du sentiment de la communauté internationale, et je ne parle pas simplement d'ailleurs des pays avancés, mais de l'ensemble des pays du monde, un changement heureux qui va dans le sens de la lutte contre la fraude fiscale, de la lutte contre l'évasion fiscale, c'est-à-dire ce qui était considéré, probablement tout à fait à tort, comme étant légal auparavant et qui maintenant devient inacceptable. Pendant longtemps, seul un petit nombre de pays disaient « ça ne peut pas durer, on ne peut pas continuer à avoir de telles distorsions, de telles anomalies ». De bon sens, hein, parce que effectivement payer très peu d'impôts à la fois dans le pays où on a son activité principale et dans le pays dans lequel on prétend avoir la centralisation de son activité, c'est évidemment une anomalie très grave. C'est reconnu maintenant par les États-Unis, l'Angleterre, disons l'ensemble de la communauté internationale. C'est reconnu, mais ça se produit encore. Et certainement les Européens. Non, je considère que l'on fait référence à ce qui se passait au Luxembourg, en Suisse, en Autriche dans une assez large mesure et dans d'autres pays qui étaient un peu spécialisés dans ce genre de choses, auparavant précisément, avant le changement de consensus de la communauté internationale. Donc je crois que nous sommes dans un monde nouveau et il faut veiller à ce que des anomalies de ce genre ne se reproduisent pas. Elles se sont produites dans le passé, c'est clair, et c'est mis en évidence de manière flagrante en ce moment. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, merci au GECO de nous avoir accueillis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Merci, au revoir.